C'est l'histoire d'un sport olympique au principe extrêmement simple. Lever une barre au-dessus de la tête. Simple et pourtant bien plus complexe qu'il n'y paraît. À travers le portrait de ces champions français, nous allons vous faire découvrir l'haltérophilie et tenter de percer les secrets d'un sport trop souvent victime de ces clichés. Bienvenue à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Nous sommes en région parisienne, et c'est ici que se forme une très grande partie de l'élite du sport français. Dans ces lieux, vous y trouverez forcément de futurs champions olympiques ou champions du monde. L'INSEP, c'est aussi le lieu d'entraînement d'une partie des équipes de France, comme celle d'haltérophilie. C'est dans cette salle que se préparent les Français. L'ambiance est détendue, une enceinte crache du hip-hop. L'haltérophilie a beau être un sport individuel, c'est le collectif qui prime. Hommes et femmes s'entraînent ensemble. Sur fond de musique, les séances sont rythmées par les lourdes barres qui rebondissent au sol. Allez, solide, méchant. Ce matin, Yann Morisseau, un des entraîneurs nationaux, peaufine un geste technique avec Anthony Coulet sur une barre de 200 kg. Allez, bagarre encore. Contrôle. Allez, aligné, droit, solide au bassin. Ce n'est pas qu'un sport de force, c'est aussi très technique. Il faut de la vitesse et de la souplesse. Aïe. Prise d'appel un petit peu sur le devant. Là, c'est tout l'intérêt de l'exercice, hein, c'est de rendre encore plus difficile le jeté, de façon à avoir la marge. La flexion, il n'y aide pas forcément non plus, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. L'haltérophilie, c'est une discipline olympique qui comprend deux mouvements, que sont l'arraché et l'épaulé jeté, qui consiste à amener la charge la plus lourde possible au-dessus de sa tête, en un seul temps pour l'arracher et en deux temps à l'épaulé jeté. D'abord jusqu'au clavicule, puis ensuite au-dessus de la tête, par l'intermédiaire du jeté. Donc, et celui qui va gagner la compétition sera celui qui aura soulevé la charge la plus lourde sur la somme du meilleur arraché et du meilleur épaulé jeté. On finit bien l'ouverture. Hein. Un petit peu quoi. Ouais, toujours un petit poil devant, c'est ce qui fait que tu es obligé de courir après. Contrairement à l'image qu'on peut avoir, l'haltérophilie n'est pas une discipline de force, c'est une discipline de puissance et de technique. Les hommes les plus forts du monde ne sont pas des haltérophiles. Ce sont les hommes qui pratiquent la force athlétique ou des strongman, qui soulèvent des charges bien plus importantes. 1m63, 68 kg, une démarche assurée. Voici Bernardin Kingematam, un garçon attachant, une force tranquille et discrète à l'entraînement, mais de la dynamite en compétition. Il est triple champion d'Europe. Bernardin a débuté l'haltérophilie à 11 ans à Yaoundé au Cameroun. Chez les Matam, l'haltérophilie c'est une histoire de famille. Sur 14 frères et sœurs, 11 pratiquent ce sport de force. Bernardin, c'est le petit gamin en rouge sur la photo. Difficile d'échapper à la tradition. Son père, à droite en blanc, était lui aussi grand haltérophile camerounais. Et c'est lors des championnats d'Afrique à Yaoundé que le frêle Bernardin a comme une révélation. J'étais tout petit, je devais faire genre 25 kilos, ouais, j'étais tout petit.
Et non, j'étais ébahi, comme on dit. Je dis, waouh, ils sont forts, ils sont forts. Inspiré par ses grands frères, Bernardin voit comme une trace à suivre. Aujourd'hui, c'est le plus beau palmarès des Matam. Ils étaient champions d'Afrique. Et puis voilà, je voulais être comme eux, je voulais être aussi fort comme eux, faire aussi des championnats d'Afrique et plus quoi. J'étais vraiment un acharné aux entraînements parce que j'avais cette envie d'être aussi fort que les autres. Après l'école, chaque soir, j'étais en entraînement. La salle d'entraînement, c'était pas loin de la maison. Donc du coup, tu ouvrais juste une porte, tu étais à la salle d'entraînement. Donc du coup, je m'entraînais vraiment durement. Ok, très bien celui-là. Excellent. Très bien. C'était un petit bonhomme, on va dire costaud, trapu. Et quand je l'ai vu tirer, on devine tout de suite les qualités. Il a des qualités physiques qui sont quand même hors normes. Il était déjà, on va dire, il était déjà fort. Et en France, il a eu les conditions, de meilleures conditions pour atteindre le très haut niveau. L'haltérophilie, c'est l'école de la volonté. Cela peut être un sport ingrat, tant il faut pour réussir au plus haut niveau, répéter sans cesse les mêmes mouvements. On regarde plus près du corps, la pousse pas avec le bassin. Je regarde surtout les positions de départ. Position de départ, parce qu'on cherche toujours la même, et l'extension, savoir s'ils utilisent bien les jambes et le dos sur l'extension. On travaille l'arraché pour avoir toujours le même geste sur sa réception d'arraché. Ça a l'air facile, mais en réalité, c'est quand même assez compliqué. Il y a tout un processus qui est mis en place. C'est pour ça qu'à l'entraînement, les entraîneurs, pour avoir un mouvement idéal, il doit permettre de décortiquer le mouvement pour avoir un mouvement quasi parfait. Et à un moment donné, on arrive à peu près à la perfection, même si on ne sont pas parfaits à 100%, mais on s'y approche. Allez, hop. Tu viens de faire un truc pourri. Le dernier. Contrairement aux idées reçues, l'haltérophilie n'est pas un sport de brute, ni même un sport violent. Même s'il sollicite beaucoup le dos et les jambes, et que les charges peuvent monter à plusieurs centaines de kilos. Ce n'est ni un sport de douleur, ni même un sport de souffrance. Il faut savoir qu'un arraché, mettre la barre au-dessus de sa tête, à partir du moment où on l'a décollé du sol, ça prend autour d'une seconde. Donc c'est un mouvement qui est extrêmement précis, qui fait appel à un tas de qualités différentes, mais qui est réglé, je vais presque dire, au millimètre. Et on n'a pas le temps de souffrir. Ça passe ou ça passe pas, mais il n'y a pas de souffrance dans l'arraché. L'épaulé jeté, par contre, effectivement, c'est un mouvement en deux temps, donc en fonction des profils, il y a des gens qui ont la capacité à emmener la barre assez haut, et les problèmes vont commencer, entre guillemets, à partir du moment où ils ont verrouillé la barre sur les clavicules et qu'il faut remonter. Ceux qui sont limites en jambes ont besoin d'avoir une technique parfaite pour pouvoir attraper le mouvement dans le rebond et remonter tout de suite, sans marquer de temps d'arrêt en bas, auquel cas c'est un effort plus difficile. Après, il y a des épauleurs, et il y a des gens qui épaulent beaucoup plus que ce qu'ils jettent, et il y a des gens qui ont du mal à épauler, mais une fois que c'est épaulé, ils ont un geste technique sur le jeté facile. Donc la souffrance ne va pas du tout être la même en fonction des individus, et en fonction des profils, et en fonction de la façon dont ils appréhendent le mouvement. Mais d'une manière générale, je dirais que l'haltérophilie est plutôt un sport, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à traumatologie d'usure, mais qui n'est pas un sport violent en termes de blessures. Effectivement, le goût du sensationnel fait que quand on voit une image d'haltérophilie, c'est souvent pour voir soit un record du monde, soit pour voir une blessure, parce que le spectacle prend le pas des fois sur la réalité. Mais c'est un sport relativement sûr. D'ailleurs, un des meilleurs moyens de le savoir, c'est quand on demande les franchises qui sont demandées par les assurances dans le cadre des licences. C'est une des franchises les plus basses. Un des atouts essentiels de l'équipe de France d'haltérophilie, c'est son équipe de kinésithérapeutes ostéopathes. Fabien Burlet en fait partie. Il est présent depuis 2014 en permanence auprès des athlètes. Durant les entraînements et les compétitions, il peut intervenir à tout moment.
Je fais partie donc de ces personnes qui interviennent auprès des athlètes, comme le médecin, comme le psychologue, comme le diététicien, comme le préparateur mental et évidemment l'entraîneur. Et moi, je suis dans la partie donc kinésithérapie et ostéopathie, donc traitement du corps. Le corps d'un athlète en haltéro, c'est que c'est comme le pilote d'une voiture de course. Donc ils sont à la tête du pilotage et puis ils sont la voiture en elle-même. L'entraîneur met en exergue le matériel qu'ils ont, le corps qu'ils ont, la catégorie de poids qu'ils ont, les qualités physiques qu'ils doivent développer dans leur discipline. Et puis moi je suis plutôt le mécano du soir, du matin, de la journée qui rafistole les boulons avant que, comme ça ils peuvent compter sur un corps optimisé, quoi. Corps optimisé, voiture optimisée, pilotage d'enfer. Enfin. Et des pilotes d'enfer, la France en a compté plusieurs dans son histoire. Comme Venceslas Dabaya, un des plus beaux palmarès de l'équipe de France d'haltérophilie. Il est vice-champion olympique à Pékin en 2008 et champion du monde en 2006. Il est aujourd'hui en charge de la préparation des jeunes. C'est le collectif Avenir. Ce passionné transmet inlassablement les valeurs de travail et de dépassement de soi. Son palmarès et sa science du geste en font un professeur très écouté. C'est une aventure humaine. Je pense que pour certains sont trop jeunes pour comprendre. Mais pour moi, c'est un peu une source d'inspiration. C'est un vécu, c'est une histoire. Et les JO, Venceslas Dabaya le sait, c'est bien plus qu'une simple compétition, mais une aventure de plusieurs années. Une aventure impossible, sans volonté et sans travail. Il est un exemple de réussite et d'intégration par le sport. Il est né au Cameroun, a participé aux JO d'Athènes pour son pays d'origine, avant de rejoindre la France, d'être naturalisé et de tirer pour les Bleus depuis avec une réussite exemplaire. Cette approche, Dabaya essaye de l'inculquer à des jeunes comme Naomi Nuiro, un des plus grands espoirs de l'haltérophilie française. Elle est venue en métropole, grandir au sein du collectif Avenir du Pôle France. Généralement, quand c'est un peu dur, j'essaye de prendre du recul et tout. J'essaye de me remémorer pourquoi je suis partie. En même temps, comme Vance dit, le haut niveau, c'est un sacrifice. Moi, j'ai quitté ma famille et oui, c'est un sacrifice. Si, c'est un sacrifice. Quand tu arrives à l'INSEP, normalement, tu dirais techniquement. Je t'ai dit, techniquement, ça n'allait pas. Voilà. Mais il n'y a pas que. Voilà. Et au-delà de ça, moi-même qui suis devant toi, j'ai quitté ma famille. Oui. J'ai quitté mes amis. Et au début, c'était pas compliqué? Non, parce que je savais ce que je voulais. Mais même, je sais ce que je, voilà. Je sais ce que je veux. Du moment où je savais ce que je voulais, pour moi, j'étais où il fallait pour être champion. Le haut niveau, c'est pas un sacrifice. On ne parle pas de sacrifice au haut niveau. Le haut niveau, c'est un choix. C'est un choix de vie. Un athlète, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un avec une particularité et un quotidien qui n'a rien à voir avec le quotidien d'un jeune de cet âge-là dans la société. Donc, moi, de ma part, point de vue, c'est des jeunes qui savent pourquoi ils sont là, certains pas. Et mon rôle, c'est à un moment donné, c'est de les pousser ou de les accompagner à comprendre que s'ils sont là, ça veut dire que d'une part, ils sont privilégiés et d'une part, ils ont un potentiel. D'autre part, ils ont des responsabilités, une image à défendre de notre sport et envers la nation aussi qu'on représente sur le plan international. Voilà, c'est des jeunes qui véhiculent une image et pour nous, c'est une construction aussi d'athlètes et d'êtres humains.
Je souffle. Tu souffles là? Oui. On a beau être un des grands espoirs de la fédération, le chemin sera parsemé d'embûches. Comme de nombreux jeunes, Naomi doit alterner les stages de préparation, les grandes compétitions internationales, mais aussi les compétitions régionales en club. Cela fait aussi partie de la préparation d'un athlète de haut niveau. Ce week-end-là, Naomi est à Wittenheim. Elle tire pour son club de Langres sous la supervision de Jean-Louis Gudin, son entraîneur. Même s'il n'y a pas d'enjeu majeur, c'est une journée importante dans la construction d'un chemin vers une médaille olympique un jour. C'est l'arraché que je veux que... Moi aussi, hein. Normalement, tu dois faire 87 aujourd'hui, si tu vas bien. T'as fait quoi comme barre ces jours-ci? 60, je pense que j'ai dû monter à 75, j'ai pas fait plus. Mais c'est facile. Ça va. Aujourd'hui, je vise pas de tirer devant ma KT, c'est juste faire une compète pour voir un peu mon état de forme. Comme prévu par son entraîneur, le résultat est une formalité à l'épaulé jeté, avec une barre à 105 kg. Mais finalement aussi une belle surprise à l'arraché. Le contrat est rempli, et au-delà des attentes de son entraîneur. Ce soir-là, Naomi remporte la compétition avec 88 kg à l'arraché, et à la clé un record personnel, mais surtout le record de France. Demain, il faudra retourner à l'INSEP et reprendre l'entraînement. Gaëlle Nayo-Kétchanké est le rayon de soleil de l'haltérophilie française. Sous ses airs de la bonne copine rigolote, elle est un des piliers de l'équipe nationale et l'image moderne de l'haltérophilie d'aujourd'hui. Issue également d'une famille d'haltérophiles, elle débute à l'âge de 7 ans. Pour moi, c'était un jeu. Comme la salle d'entraînement était juste en dessous de la maison, donc je partais, je regardais. C'était surtout pour voir comment ça se passait, en fait. J'aimais bien balader dans la salle. Et en plus, il y avait mes frères, mes sœurs et tout, donc ça me faisait plaisir de les regarder, en fait. Et au fil des années, j'ai commencé à prendre goût, en fait. À chaque fois que j'allais à la salle, j'essayais de battre, en fait, des garçons. Donc, du coup, quand je levais un peu plus lourd qu'un garçon, j'étais toute contente. Donc, en fait, pour moi, c'était un jeu. Et au fur et à mesure que les mois passaient, les années et tout, j'ai commencé à rentrer à fond dedans et puis à faire des compétitions. Véritable boule d'énergie, Gaëlle Nayo-Kétchanké dénote dans le milieu. Elle dénote également par son physique. Fine, élancée, bref, rien de l'haltérophile type. À la base, c'était une fille qui excellait plutôt dans le sprint. Elle a plutôt un profil d'athlète. Elle était championne des moins de 15 ans du 100 mètres, 200 mètres au Cameroun. Après, l'histoire familiale a fait qu'elle s'est concentrée plus sur l'haltérophilie. Mais effectivement, elle est plutôt atypique dans le sens où elle est grande, 1m75 pour 76 kg. Tu sais faire. Avec toute la marge que tu as sur les cannes, c'est là qu'elle doit payer. C'est juste une question de premier tirage. L'arracher, l'épauler, c'est la même chose. Premier tirage, résister dans les jambes, c'est lourd, tu dois accepter ça. Il communique beaucoup avec moi. On n'a pas besoin de parler, on se regarde juste. Des fois, rien qu'on regarde, je sais ce qu'il faut que je change. Et sinon, des fois, il communique avec moi en me disant ça, c'est pas bon. Fais plutôt comme ça. Ça, c'est bon. Hey! Allez. Vas-y. Allez, confiante dans tes appuis. On tient dans les jambes, c'est lourd. Résiste bien. Hein. Allez. Allez. Jusqu'au bout. Prends le temps, Nana, allez. Droite, on tient bassin. Descends dans les talons. Allez, encore. Doucement, allez, bien. Ça change, là. Donc là, l'important, bien fixer le dos, ne pas lever les fesses. Tenir dans les jambes, ça doit être lourd. Là, il y a un petit saut vers l'avant qui montre que ça a tapé bassin alors que ça aurait pu monter un petit peu plus en ligne. Donc c'est bien rattrapé. Derrière, là, c'est bien tenir le bassin, descendre dans les talons. Droit, là, c'est un petit poil devant. Et heureusement, la jambe arrière est fléchie, ce qui permet de pousser et de s'emboîter un petit peu dessous.
pour la maîtriser. Ah ben ça sera pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Là, c'est le repos. En 2010, Gaëlle débarque à Clermont-Lérault, dans un club principalement constitué de garçons. À l'époque, monter une équipe féminine, ce n'était pas si simple. Au fil du temps, et sans le vouloir, Gaëlle Nayo-Ketchanké était devenue un exemple. Quand je suis arrivée, il y avait une seule fille. Parce que déjà, c'était un club qu'ils n'aimaient pas. Ils préféraient avoir plus de garçons que de filles. Et au fil des années, en fait, je peux dire que j'ai donné une certaine image à mon club, en fait. En étant... c'est sûr, je vais me considérer comme forte par rapport aux autres. En étant forte, en étant féminine et... Bref, j'ai un physique... c'est sûr que mon physique, il n'y en a pas beaucoup en haltéro qui l'ont. Et je sais que quand les jeunes venaient au club, notamment des filles, et qu'elles me voyaient et tout, en fait, elles étaient en extase et tout le temps en train de me poser des questions, comment tu fais, comment ci, comment ça. Et en quelques années, on s'est retrouvés avec plus de filles qu'il faut. Comme Gaëlle, les femmes sont de plus en plus présentes en haltérophilie désormais. Elles représentent un tiers des licenciés dans une fédération plus dynamique que jamais. Les licences haltérophiles à la fédération, ça représente à peu près 25 000 personnes. C'est plus de 300 clubs. On a toutes les catégories d'âge et tous les objectifs. C'est-à-dire on commence très jeune, vers 10 ans. On a des gens qui pratiquent aussi l'haltérophilie, mais en loisir, jusqu'à 60, 65 ans, 70 ans, voire plus. Et puis, on a aussi dans nos clubs des gens qui pratiquent la musculation, donc en loisir, pour leur bien-être, pour l'esthétique. L'haltérophilie fait partie des sports présents dans le programme olympique depuis les premiers Jeux en 1896, mais ne s'est ouvert aux femmes qu'en 2000, aux Jeux de Sydney. La France compte 16 médailles olympiques, dont 9 titres. Au niveau mondial, elle a remporté 7 titres depuis les premiers championnats du monde en 1891. Autre grand chantier de la fédération, l'ouverture au grand public et le sport santé. En 2011, elle a lancé le projet Haltérotour. C'est une animation effectivement qui a été créée par la Fédération française d'haltérophilie musculation avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, effectivement, c'est de faire connaître l'haltérophilie, montrer ce que c'est et surtout montrer les bienfaits sur la santé. C'est pour ça que le premier atelier de l'Haltérotour, en fait, c'est un atelier où on apprend aux enfants et aux adolescents à porter leur cartable ou leur sac à dos. Et de ce fait, on commence une éducation aux bonnes postures avec un objet, avec l'objet du quotidien qu'ils vont utiliser le plus, c'est-à-dire leur cartable ou leur sac à dos. Et puis à partir de là, à partir de ces bonnes postures, on fait découvrir ce que c'est qu'un mouvement d'haltérophilie. L'haltérophilie est un sport santé et l'haltérophilie et la musculation présentent de grands avantages pour la santé. Tout le renforcement musculaire et le renforcement osseux. Et c'est vrai que ce n'est pas la première image ou la première pensée qu'ont les gens quand on parle d'haltérophilie. Et pourtant, on a des très bons résultats. Et le cas un peu extrême qu'on cite à chaque fois, c'est que dans certains clubs, on a des femmes assez âgées qui pratiquent l'haltérophilie et on observe scientifiquement que grâce à cette pratique de l'haltérophilie, 2 fois par semaine, on a un maintien et même une amélioration de la densité osseuse. Et donc au niveau de la qualité de vie de ces personnes-là, de ces femmes, c'est absolument énorme. Tout le monde peut le faire et tout le monde peut en tirer des bénéfices pour sa propre santé. De héros discrets à l'entraînement, ces champions se transcendent en compétition. Défiant la gravité, dans un geste fugace, réglé au millimètre, et soulèvent de lourdes charges qui s'élèvent au-dessus de leur tête pour redescendre dans un fracas couvert par un cri de délivrance. L'haltérophilie, ce sport né dans l'Antiquité, a retrouvé aujourd'hui ses lettres de noblesse pour s'ouvrir au-delà de la performance à tous les publics.